Il est maintenant 18h30 en Europe et 12h30 au Québec et c'est l'heure du rendez-vous avec Pierre Lessard. Un rendez-vous en toute simplicité, un rendez-vous en toute humilité, un rendez-vous pour répondre à vos questions, aux questions qui se présentent sur votre parcours. Un parcours qui est lumineux, même si par moments il y a des chutes, il y a des tours, il y a des détours, il y a des difficultés. C'est tout de même un parcours de vie, c'est tout de même un parcours lumineux. Notre rencontre a pour but simplement d'apporter un éclairage, des pistes pour faciliter, pour comprendre et ouvrir des portes lorsque c'est plus difficile, pour saisir les moments initiatiques que l'on vit. C'est aussi un moment pour s'unir parce que la réponse à une personne est aussi une réponse à plusieurs personnes. Nous sommes tous sur le même parcours, quelquefois des endroits différents du parcours, avec des pièges ou des détours différents, quelquefois dans des moments d'euphorie, d'effervescence différents. Donc le but, évidemment, c'est de faciliter la compréhension et la propulsion sur notre parcours. Alors, ce n'est pas un moment pour répondre à des questions thématiques, qu'est-ce que telle chose, qui sont extérieures. C'est vraiment centré sur notre parcours de vie. Alors, comme pour notre rencontre précédente, Unis pour l'humanité, la rediffusion sera d'ici mercredi dans, sur le site symphonie.live. Vous pourrez la retrouver là comme toutes les rencontres précédentes. Alors, je vous invite à placer vos questions en débutant par 3 points d'interrogation, en les terminant par 3 points d'interrogation, pour que je puisse les distinguer des différents commentaires, des salutations à l'arrivée, à la sortie, et de bien placer vos questions dans la section chat, non pas dans la section Q et A only, question and answer only, mais dans la section chat que je vais lire. Et donc, vous pouvez commencer maintenant vos questions. Alors, il y a encore beaucoup de gens là qui sont dans la vibration de Unis pour l'humanité. Ben, on va y rester. On reste dans cette vibration-là en accueillant des questions, en accueillant quelquefois les moments extraordinaires que vivent des personnes qui veulent comprendre ce qui leur arrive et des moments qui sont plus difficiles. Alors, on est là avec beaucoup de compassion, de bienveillance, de tendresse. Alors, si jamais j'ai passé votre question parce qu'elle était plus basse, n'hésitez pas à me le dire ou à la répéter et pour pas que je vous manque. Alors, Joanne nous pose la question. Mon mari et moi sommes de jeunes retraités et cela fait déjà 5 ans que nous sommes à notre retraite. Nous sommes un couple très uni et sommes très heureux ensemble, mais toutefois nous aimerions partager des moments agréables et élevés avec d'autres couples. Mais nous n'arrivons pas à partager des amitiés durables. Que nous conseillez-vous? Eh bien, d'abord, ce qui est important, c'est que vous puissiez, pour chacun d'entre vous, vous et votre conjoint ou votre mari, peut-être d'abord préciser ce que vous entendez comme des moments agréables. Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Est-ce que ce sont des moments, par exemple, dans des échanges sur la vie, des échanges, sur, le parcours? Est-ce que ce sont des moments, culturels, des moments sportifs, des moments de marche dans la forêt, des inspirations? Est-ce que ce sont des moments de méditation? Précisez, ça peut être tout ça en même temps, précisez-le. Précisez aussi si les amitiés ne sont pas durables, qu'est-ce qui fait essayez de poser un regard, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est pas durable sur ce que vous avez vécu dans le passé, sans jugement. Il s'agit pas de juger, d'évaluer quelqu'un, ni vous-même. Il s'agit simplement de dire, par exemple: «Ah, nous n'avions pas les mêmes intérêts» ou bien «Nous avions pas la même voie, d'évolution». Essayez de bien cerner cela et puis par la suite, vous pouvez faire des rêves éveillés, c'est-à-dire imaginer des personnes avec lesquels vous connectez bien dans votre imagination et imaginez que vous vivez les moments agréables que vous aimez vivre. Par exemple, vous marchez dans la forêt ou vous partagez ou et cetera, ce que vous aimez vivre parce que vous l'avez identifié avant.
Vous avez identifié ce que vous aimez vivre. Vous pouvez aussi identifier des types de personnes, les intérêts des types de personnes avec qui vous voulez partager. Vous l'avez déjà fait avec votre mari parce que des fois, on dit on veut partager des moments agréables. Voyez, qu'est-ce que vous voulez partager? Quels sont les thèmes et quels sont les aspects de ces individus? Puis par la suite, vous faites ces rêves éveillés. Maintenant, et ce qui est intéressant, c'est lorsque, par exemple, vous allez dans un atelier ou une conférence ou que vous rencontrez des gens, c'est de dire aussi que vous avez envie de partager des moments et en précisant qu'est-ce que vous avez envie de partager ou qu'est-ce que vous appréciez dans des rencontres particulières. C'est-à-dire, en fait, exprimer ce dont vous avez le goût avant d'entrer plus profondément dans une telle relation et vous allez attirer les personnes qui vous correspondent. Maintenant, c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est que vous alliez dans des activités qui correspondent aux activités dans lesquelles vous voulez partager. Par exemple, si vous voulez partager avec des gens qui aiment la nature, ben, vous allez dans la nature et pendant que vous êtes dans la nature, eh bien, vous créez des contacts. Si vous aimez un aspect culturel, ben, vous le faites. Vous allez au théâtre, vous allez dans des activités culturelles et là, vous commencez à parler avec des gens de cela dans ce contexte-là. Si vous aimez partager au niveau du sens de la vie, ben, vous allez par exemple à une conférence et vous commencez à parler, ça vous intéresse, etc. Donc, c'est certain que c'est une question d'attraction. On ne peut pas commander ça sur mesure, voilà. Pas un site de rencontre d'amis sur lesquels on peut partager sur mesure. Ça se fait à partir de l'attraction de vos propres émanations. Alors, soyez aussi vraiment dans ce choix que vos émanations vous représentent parfaitement. Merci, Joanne. Michel nous dit, quelle est la solution quand j'oscille entre deux décisions? Y a-t-il une solution? En fait, il faut voir, quand vous oscillez, si vous posez la question, c'est que probablement vous oscillez régulièrement ou assez souvent entre deux décisions. En fait, je pense que la majorité d'entre nous avons été élevés dans un contexte scolaire, éducationnel, à faire le pour et le contre quand il y a deux décisions, les plus et les moins de chacun, puis essayer de balancer, comme si on faisait une évaluation intellectuelle de chaque décision, c'est-à-dire des effets connus de chaque décision. Quand on fait ça, je me suis rendu compte, c'est-à-dire on fait les plus et les moins, vous voyez, deux colonnes. Hein, si je fais le choix A, quels sont les avantages, les désavantages, le choix B, avantages, désavantages. Quand on fait ça, généralement, on peut même mettre des points, on arrive à une solution qui s'avère être en apparence meilleure. Et j'ai remarqué que très souvent, une personne va refaire le processus, avantages, désavantages, une fois, deux fois, trois fois. Et quand j'observais ça, je me suis demandé, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la personne refait une fois, deux fois tout ça? C'est parce que, malgré qu'un choix peut être plus évident, intérieurement, il y a quelque chose, une sensation qui dit que c'est pas ça que vous voulez. Et donc, ce qui est important, ce sont vraiment les sensations intérieures. Quand on fait un choix, le meilleur indicateur, c'est la sensation de bien-être que l'effet de ce choix peut créer. Alors voici, je m'explique. Imaginons que vous avez un choix entre deux décisions. Vous allez à gauche, vous allez à droite, ou vous acceptez un emploi, vous acceptez l'autre emploi. Vous déménagez dans une région, vous déménagez dans l'autre région. Alors, ce que je vous propose, c'est vraiment de bien identifier clairement quels sont les choix. Ça semble évident. Si ça l'est, tant mieux. Mais quelquefois, c'est pas si clair. Quels sont les choix? Vous avez un emploi qui se présente, imaginons celui-là, ou vous en avez un deuxième. Deux propositions, deux emplois différents. Alors, une fois que vous avez bien identifié, vous vous imaginez,
vous fermez vos yeux, vous vous imaginez avoir choisi le premier choix. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous vous imaginez dans le contexte de travail. Peut-être vous le connaissez en partie, peut-être vous ne le connaissez pas du tout, mais vous faites que l'imaginer. C'est pas grave si les images sont pas la réalité. Ce qui est important, c'est que à l'intérieur de vous, ça soit une correspondance. Imaginons que premier travail, vous êtes une soignante, soit dans un contexte hospitalier. Donc, vous vous imaginez dans un hôpital en train de faire des soins, par exemple, vous êtes infirmier, infirmière, médecin, peu importe votre travail. Vous imaginez dans ce contexte-là et vous vous ressentez. Là, vous vous ressentez. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes dans un bien-être? Est-ce que c'est neutre? Ou est-ce que vous êtes dans un mal-être? Voilà, sensation. Et vous faites la même chose avec le deuxième choix. Imaginons que vous êtes un soignant et le deuxième choix, c'est d'aller rencontrer les gens à leur domicile pour les aider. Alors, vous vous imaginez, vous fermez vos yeux et vous vous imaginez dans ce contexte. C'est pas juste une image qui est comme sur un écran là. Vous pénétrez, vous imaginez vivre la scène avec tous les détails que vous voulez, évidemment. Plus il y a de détails, plus c'est vrai, mieux c'est. Et là, vous vous sentez. Est-ce que vous sentez un bien-être, neutre ou mal-être? Alors, quand c'est un bien-être, cela signifie que tout votre être, c'est pas que votre mental, c'est l'ensemble de votre être qui vous transmet, voilà, c'est juste pour vous. Si c'est neutre, ça veut dire que s'il n'y a pas de sensation particulière, c'est que c'est ni extraordinaire, c'est ni mauvais, c'est neutre. Ça veut dire que ça ne fera pas un grand changement avec ce que vous vivez actuellement. Si vous sentez un mal-être, ça veut dire que ce n'est pas favorable pour vous. Donc, il se peut que pour deux décisions, les deux vous apportent un bien-être. Si les deux vous apportent un bien-être, vous prenez celle qui vous apporte le plus grand bien-être. Mais si c'est pareil, ça veut dire que il va y avoir des différences dans ce que vous allez vivre, mais c'est aussi favorable à votre évolution dans un sentier que dans l'autre. Si c'est neutre toutes les deux, ça signifie que ça n'apportera pas beaucoup de changements dans votre processus d'évolution par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et si c'est un mal-être, ça veut dire que ce n'est pas très favorable pour vous. Donc, quelquefois, vous allez avoir un bien-être plus grand dans un de vos choix que dans l'autre. Et ça, c'est une façon de décider qui est intéressante. Qu'en pensez-vous? Maria, comment savoir si les messages que nous recevons viennent de notre âme et pas de notre mental? Eh bien, c'est une bonne question, c'est une question importante parce que c'est vrai qu'on a à distinguer. Notre mental, il est vraiment extrêmement fort. Il s'exprime de plusieurs façons, il nous connaît très bien. Et en même temps, depuis la petite enfance, nous avons à peu près tous appris à utiliser notre mental pour décider. Donc, on a tous appris à donner priorité à notre mental, à le traiter comme s'il était le roi, le décideur. Alors, il a pris son rôle au sérieux et il occupe vraiment l'espace. Et il a beaucoup de finesse et quelquefois, il est difficile de le distinguer d'une inspiration. Toutefois, de façon générale, l'on peut dire que le mental est un peu comme un ordinateur dans le sens où il va traiter les données qu'on lui donne ou des données passées qu'on lui a données. Le mental ne travaille pas avec le futur, ne travaille pas avec des éléments d'imagination. Il travaille à moins qu'on ait déjà imaginé. Le mental travaille avec le passé. Donc ça, c'est intéressant. C'est un peu comme la météo. La météo se base sur les statistiques et l'évaluation de ce qui se passe là, mais alors que l'esprit, l'âme ou l'esprit, ils sont bien au-delà des faits actuels, des faits passés, ils sont dans une perspective infinie. Alors, ça, c'est un premier élément. Donc, quand vous sentez que c'est une prolongation du passé, hein, le passé est garant du futur, ça, c'est vraiment mental.
L'autre élément, le mental a tendance à justifier. Il va avoir une justification. Par exemple, vous allez entendre, «Je devrais faire ci» ou «Tu devrais faire ça parce que telle chose, parce que ce sera meilleur». Alors que l'âme et l'esprit vous transmettent par une sensation. L'âme, c'est une sensation de bien-être ou de mal-être, comme je l'ai expliqué précédemment. L'esprit, c'est plus des voix intérieures. Ça peut être à travers la pensée aussi ou des images. Et il n'y aura pas de justification. C'est comme si il y a quelque chose qui vient de la source de votre être et de la source de l'univers. Alors, il n'y a pas à justifier, c'est comme une inspiration. Ça, c'est un élément qui est important. Le mental, souvent, va tenter de faire plaisir ou répondre aux personnages, c'est-à-dire aux peurs, aux blessures, aux croyances, alors que les messages de l'esprit ne répondent pas aux peurs, aux croyances. Donc, quelquefois même, c'est pour ça qu'il y a des gens hésitent ou ont de la difficulté à suivre l'inspiration parce que ça va à l'encontre de croyances ou de peurs ou de blessures qui sont là. Alors, c'est aussi l'expérience qui permet d'observer cela. Alors, le mental, c'est la partie de vous qui est plus analytique, intellectuelle, justificative, basée sur des expériences passées, des faits et qui essaie de vous protéger. Alors que l'âme et l'esprit n'ont pas ces assises. Leurs assises, vous n'arrivez pas à leur toucher parce qu'elles sont infinies et elles ne tentent pas de faire plaisir à votre personnalité, mais de favoriser votre évolution. Donc, c'est l'expérience qui nous amène à voir les distinctions outre cela. Isabelle nous dit, quand on fait une spirale de guérison, on peut la faire au-dessus de chez soi ou plutôt sur l'église de sa ville. Eh bien, Isabelle, vous pouvez la faire au-dessus de votre maison ou autour de votre maison. C'est-à-dire que la spirale de guérison est une spirale dont le mouvement de circonvolution s'amplifie comme ça. Et en fait, vous pouvez entourer votre maison, par exemple, ou entourer l'église. Ça peut être au-dessus si vous voulez, mais souvent on va entourer jusqu'au sol. Ça fait un contact comme un ancrage qui se fait aussi, ou entourer toute votre région. Vous lui donnez l'amplitude que vous voulez. Voilà. Alors, chez soi, ou plutôt l'église de sa ville, c'est votre choix. Vous pouvez faire les deux même, pourquoi pas. Les spirales de guérison, vous pouvez en faire tant que vous voulez, en autant que vous respectez vraiment les éléments. Pourquoi il faut respecter les étapes? Ce n'est pas parce que c'est une discipline sévère, c'est tout simplement parce que ça vous amène à d'abord vous élever votre fréquence, ça c'est très important. Ensuite, vous prenez conscience de ce que vous faites vraiment, sachez ce que vous faites en une spirale. Vous allez faire vos ancrages, vous allez aussi connecter avec une spirale de guérison qui existe, vous allez intensifier votre énergie de vie et vous allez vous concentrer à projeter des faisceaux. Donc, vous respectez ce processus, pas parce que c'est moi qui le dis, mais parce que ça va faciliter la création d'une véritable spirale. Et là, à partir de là, vous pouvez en faire à différents endroits. Katia nous dit, est-il plus facile d'émaner de l'amour à inconnu qu'aux personnes que l'on connaît? Elle nous dit, pourquoi est-il plus facile d'émaner de l'amour à inconnu qu'aux personnes que l'on connaît? Pourquoi les personnes que l'on connaît, faut-il qu'elles soient souffrantes ou en peine pour qu'on leur émane de l'amour? Bon, alors je lis que pour vous, c'est ça. Je vais proposer qu'on ne le généralise pas. Parce que pour certaines personnes, c'est vraiment l'inverse. Il y a des gens pour qui c'est plus facile d'émaner de l'amour à des gens connus qu'à des inconnus. Et il y a des gens que c'est plus facile à des inconnus qu'à des gens connus. Alors pourquoi? Ben, c'est une question souvent d'attente.
Alors, souvent vers des gens que vous connaissez, des gens qui sont près de vous, il y a des attentes qui se créent. Vous vous créez des attentes. Vous créez des attentes de différents niveaux, de différentes fréquences. Par exemple, consciemment ou inconsciemment, vous pouvez vous attendre à ce qu'un ami, vous transmette, à vous en premier telle chose. Vous pouvez vous attendre, heu, vous pouvez vous créer cette attente. Attention, je ne dis pas que vous avez à créer cette attente, mais les gens se créent des attentes face à leurs conjoints, se créent des attentes envers leurs enfants, leurs parents, envers leurs amis. Une attente, c'est ils ont une valeur ou une impression que l'ami devrait faire ceci ou cela. Alors moi, j'ai vu souvent, par exemple, des gens qui étaient vraiment très mal parce que leur ami ne les avait pas invités à une rencontre où il avait invité d'autres personnes. Parce que donc, ils s'attendaient à ce que parce que c'est mon ami, il devrait m'inviter à ceci ou à cela, ou bien il devrait penser à moi à ce moment-là. Il y a des attentes comme ça qui se créent, qui font en sorte qu'il y a de l'affectivité, beaucoup, avec les gens connus, et l'affectivité, les attentes font en sorte que quelquefois, ça ne s'élève pas au niveau de l'amour inconditionnel. Voilà, et donc il y a des gens qui se sentent quelquefois déçus, qui se sentent, choqués, qui se sentent, oubliés, négligés par les gens qu'ils connaissent. Mais l'inconnu, comme ils n'ont pas d'attente envers un inconnu, ils ne vont pas se sentir négligés par un inconnu, ils n'ont pas d'attente. Ils ne vont pas se sentir sous le choc de ce que fait un inconnu parce qu'ils n'ont pas d'attente non plus. Vous voyez? Alors, mais il y a tout de même des gens qui vont avoir, plus de facilité à aimer les gens connus parce qu'ils vont avoir plus de reconnaissance, plus de compassion. Ce sera plus facile d'être bienveillant, délicat qu'avec un étranger, surtout si les étrangers, par exemple, ont des paroles ou des gestes qui, qui choquent la personne, qui la bousculent. Si un ami ou un être près bouscule une personne, souvent parce qu'elle connaît la personne, il y a de la reconnaissance, de la compassion, de la bienveillance qui fait qu'elle va avoir plus de facilité à l'aimer malgré ses gestes et ses paroles. Alors qu'un inconnu, heu, certaines vont avoir plus de difficulté à reconnaître, être compassion, être accueil. Donc ça dépend des personnes. Mais généralement, c'est vraiment parce qu'il y a, une attente, soit chez les gens proches, qu'il est alors qu'il y en a pas chez les inconnus. Et à l'inverse, c'est parce que quand on n'a plus de facilité à aimer les gens proches, c'est souvent parce qu'il y a déjà une reconnaissance, une connaissance qui existe, qui fait que on la personne peut excuser quelque chose. D'ailleurs, prenez par exemple, vos enfants. Mais vos enfants, il y a une base d'amour inconditionnel pour vos enfants qui fait que même s'ils font des choses que quelquefois qui pourraient être, dures si vous les voyez chez des inconnus, mais vous les connaissez, vous les chérissez, vous savez que vous les connaissez dans leur nature, dans leur essence et donc vous les aimez, hein. Alors qu'un inconnu qui ferait la même chose, peut-être pourrait être plus difficile à aimer. En fait, l'idée, c'est, comme je vous l'ai proposé ce matin dans Unis pour l'humanité, et j'ai fait vraiment exprès pour dire, tiens, on va prendre une personne qu'on connaît, on va prendre un inconnu aussi, qui représente l'humanité. Une personne que l'on connaît qui représente toutes les personnes qu'on connaît, et un inconnu qui représente tous les inconnus, et pour les deux, on sera dans l'accueil, la reconnaissance, la compassion, la bienveillance. Vous avez pu voir peut-être la différence, ça peut être différent d'une personne à l'autre. Alors, l'idée, c'est que peu à peu, on se dégage de nos attentes, on se dégage de nos attaches. Se dégager de nos attaches, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en relation. Ça veut dire qu'on se dégage de toute forme de dépendance aussi. Alors, on se dégage de ça et on est vraiment ouvert, éveillé, ouvert à ce qu'est un être humain. Et c'est pour ça que je commence en disant, élevez l'amour pour vous-même en vous reconnaissant, parce que quand vous parvenez à vous reconnaître vous, comme un être universel,
vous savez que malgré des choses que vous avez dites que vous avez faites, que vous regrettez par exemple, ou qui sont pas vraiment vous et pour lesquelles des fois vous pouvez être jugé, vous savez que vous êtes un être bon, que vous êtes un être qui veut aimer, qui veut être aimé. Donc, vous pouvez vous reconnaître ainsi. Vous n'évaluez pas vos qualités. Ce qui est très important dans la reconnaissance de soi, c'est de ne pas comparer ses qualités, simplement reconnaître que vous avez des qualités, comme une personne que vous connaissez a des qualités. Vous ne les comparez, vous l'aimez dans ses qualités, mais pas plus ni moins qu'un autre qui a soit les mêmes qualités ou d'autres qualités à un autre niveau, ça n'a pas d'importance. Vous l'aimez dans ce qu'il est, dans sa nature et dans la façon dont il existe. Alors, quand on parvient vraiment à le faire pour soi, ça devient plus naturel de le faire pour les autres. Charlotte nous dit: «Je suis une personne âgée et la fille de mon fils est venue vivre avec moi. Je trouve cela difficile. Elle ne participe pas, ne voit pas les choses à faire, la tolérance est de vigueur. Elle a quelques comportements d'autisme. Je suis partagé entre le bien-être et le mal-être qui me semblent égaux. Je me dis que j'apprends à aimer par la tolérance, mais je me sens protégé, moins seul. Que faire?» Oui, là, ce serait intéressant de nous dire aussi quel âge elle a. C'est votre petite fille, puisque c'est la fille de votre fils. Quel âge elle a? Est-ce que c'est un enfant? Peut-être que si elle est autiste, elle a peut-être plus un âge enfantin, je ne sais pas, ou si c'est une adulte, parce que ça fait une différence. Ça fait une différence. Quand vous dites qu'elle ne participe pas, donc je comprends que peut-être c'est une adulte, puisque vous attendez à ce qu'elle participe. Alors ça, c'est important. Vous êtes partagé entre le fait qu'il y a quelqu'un qui vit avec vous et donc vous vous sentez plus rassuré, vous vous sentez plus protégé, vous n'êtes pas seul, versus il y a quelqu'un qui vit avec vous, qui n'a pas les mêmes habitudes et qui participe pas à faire en sorte qu'il y a un équilibre dans la maison. Donc, il y a des différentes choses à faire dans une maison quand on vit ensemble. Je vous comprends et je pense que tout le monde vous comprend ici. Alors, ce qui est important, c'est d'exprimer, de vous exprimer clairement, c'est d'avoir des moments, pas un moment pour faire le point, je trouve que quelquefois, ça crée des frictions, mais souvent, c'est quelques moments où vous prenez le temps avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance, prenez le temps d'exprimer ce- votre, comment vous voyez les choses pour vivre à deux avec votre petite fille. Ou vous pouvez commencer la conversation. Comment tu vois ça? Vivre à deux avec ta grand-maman, comment tu vois ça? Et qu'est-ce que tu aimes? On pourrait commencer comme ça. Qu'est-ce que tu aimes de vivre à deux avec ta grand-maman? Et puis qu'est-ce qui est plus difficile pour toi de vivre à deux? Et là, elle se livre à vous. Et vous faites de même. Et vous, là, vous pouvez dire: «Ah oui, et moi, ce que j'aime beaucoup de vivre avec toi, c'est comme ça. Et ce qui est un peu plus difficile, c'est telle chose.» Et puis après, vous dites: «Comment on pourrait faire ensemble que les choses difficiles ne le soient pas et que les choses faciles soient encore plus nombreuses?» Et vous allez de façon complice arriver peut-être à quelque chose. Peut-être que vous allez arriver à dire, une ou l'autre, dire: «Ben, finalement, j'ai pas envie d'apporter telle transformation.» Mais il y a des fortes chances que vous arriviez, cette forme, à dire: «Ah, voilà, on va mettre ça en place, on va transformer ça.» Hein, c'est de la communication amoureuse. C'est votre petite fille et elle aime sa grand-maman, ça c'est évident, parce qu'elle vit avec. Donc, je pense qu'avec une conversation vraiment ouverte, là, pas je veux pas lui faire de peine. Vous savez, c'est souvent ça qui arrive, là, je lui dis pas parce que je veux pas lui faire de peine. Je pense que pour pas faire de peine, c'est plutôt la façon de dire les choses et non pas de pas le dire. Parce que quand on ne le dit pas, les choses, ben, ça vous heurte intérieurement. Par exemple, elle fait pas telle chose, elle participe pas à telle chose, mais à chaque fois, ça va grincher un peu à l'intérieur de vous et un jour, ça va sortir et ça va pas sortir bien. Ça va sortir peut-être pour une peccadille, c'est la goutte qui fait déborder le vase, et ça va mal sortir et ça va créer une friction peut-être. Donc ça, c'est pas la façon juste. Alors,
la façon de ne pas faire de peine à l'autre, c'est la façon dont on se prend pour l'exprimer. Et la façon qui est la plus simple, c'est de ne pas attendre que tout à coup ça devienne trop chargé en vous et de le faire de façon, vraiment respectueuse. On est 2 personnes, des choses qu'on aime, des choses qu'on aime moins, puis dans les choses qu'on aime moins, il y a peut-être des choses qu'on peut faire des compromis, puis il y a des choses que, ben, on arrive à s'entendre. Qu'est-ce que vous en pensez, Charlotte? Anne nous dit, j'ai la COVID. Curieusement, j'évite cette période avec beaucoup de sérénité. Toutefois, j'ai eu beaucoup de périodes d'arrêt dues à des problèmes de santé. Je vis ces périodes comme des moments privilégiés pour me reconnecter à mon corps et l'unir à mon âme et à mon esprit. J'aimerais bien pouvoir vivre ces moments de retrouvailles sans être malade. Oui, je vous comprends. À noter que même quand je suis en santé, je médite. Mais clairement, je vois ces problèmes de santé comme un indice que je ne suis pas toujours bien connecté, bien conscient de mon être. Y a-t-il un moment de rester davantage connecté tout en restant en santé? Mais bien sûr, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, parce que votre propos est très, une personne qui est très éclairée, très présente à elle-même, là. Donc, c'est très juste, très clair, votre propos. Observez quand justement vous êtes malade, vous dites, bon, c'est un moment de sérénité, c'est un moment de, de connexion avec moi. Qu'est-ce que vous faites de plus? Qu'est-ce qui existe en vous, dans votre relation avec vous-même, avec votre corps, lorsque vous êtes malade? Il y a de l'attention, peut-être de l'écoute intérieure, de l'attention, de la bienveillance, peut-être plus de douceur. Ça peut varier d'une personne à l'autre. Et il est vrai que dans le mouvement quotidien, même s'il y a la méditation, hein, parce que je le vois bien chez plusieurs personnes, des gens qui font leur processus d'éveil énergétique, qui font leur méditation le matin, et puis c'est tout réglé, le petit-déj et on part, et il y a une espèce de rythme qui fait qu'il n'y a pas ces petits moments de grâce, d'attention, de bienveillance. Et même dans l'action, il peut y avoir une bienveillance. Alors souvent, quand vous êtes en santé et que vous êtes dans votre rythme quotidien, il peut y avoir de l'exigence que lorsque vous êtes malade, vous n'avez pas. Vous savez, c'est comme si je disais, dans le rythme habituel, il y a des frictions et quand vous êtes malade, vous êtes plus bienveillant, il n'y a pas ces frictions. Donc, notez bien comment vous vivez quand vous êtes malade et essayez de vous regarder dans une journée habituelle et où, par exemple, ça frictionne où vous prenez pas le temps. Quelquefois, c'est des minutes, une minute quelquefois, pour juste se rendre compte que vous respirez pas bien. Ne serait-ce que ça, la respiration, c'est très important. Il y a des gens, par exemple, quand ils sont malades, quand ils sont en déséquilibre ou en congé, ils prennent le temps non seulement de méditer, mais ils prennent le temps de respirer. Une respiration que je dis naturelle, plus profonde, que l'on peut avoir même dans l'action. Même dans l'action effrénée, on peut avoir une respiration qui est douce et profonde et qui apporte un calme et un bien-être. Et quelquefois, en vous observant, vous allez peut-être constater que vous ne respirez pas. Alors, quelquefois, ces petits moments, ces minutes où on arrête quelques secondes, on se rend compte, oh, respire, et on reprend sa respiration. Ça, c'est important. Bien respirer, respirer profondément. La majorité des personnes ont une respiration courte et sèche dans une journée très active, c'est-à-dire dans la partie supérieure des poumons. Alors, je l'exagère un peu, eh bien, cette respiration courte et sèche, eh bien, elle appelle souvent l'émotion et elle ne favorise pas l'intégration d'une vraie nourriture, hein, la nourriture qu'il y a dans l'air profonde. Et donc, elle crée vraiment une forme de stress continu. Alors ça, c'est très, très important. Après ça, il y a les moments de détente. Il se peut que quand vous êtes malade, vous dormez un peu plus tôt, vous vous reposez. Eh bien, dans la journée, est-ce qu'il y a des moments de repos? Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que vous faites dans les moments qui sont bons dans les moments où vous êtes malade et comment vous pouvez l'intégrer différemment. Parce que si vous êtes malade, vous prenez peut-être
3 heures dans le milieu de la journée pour dormir. Peut-être que dans votre vie quotidienne, ça va être des 3 minutes ici et là, dans lesquelles vous allez simplement fermer les yeux, lâcher les tensions dans vos épaules, dans votre nuque, respirer. Alors ça se fait même au travail et quand les gens, leur travail disent: «Ben, je peux pas faire ça à mon travail». Oui, allez dans le cabinet de toilette là et fermez vos yeux, respirez, détendez-vous. Alors, peut-être vous vous donnez des 3 minutes comme ça, aussi souvent que vous pourriez naturellement aller aux toilettes, ça va faire toute la différence. Alors, essayez de voir comment vous pouvez intégrer en les adaptant. Voilà. Aussi, un des éléments, par exemple, quand vous êtes malade, peut-être que vous prenez le temps de boire de l'eau. Alors que lorsque vous êtes actif dans votre journée quotidienne, vous en buvez pas ou presque pas. Eh bien, de l'eau, c'est important. Boire 1 litre minimum, 1,5 litres par jour. Alors, dans les périodes de journée où vous ne buvez pas comme quand vous êtes malade. Vous êtes malade, vous dites: «Ah, c'est important que je boive de l'eau, c'est important que je respire, c'est important que je me détende». Mais c'est tout aussi important chaque jour. Voilà, quelques éléments, sans faire tout le tour. Jovette nous dit, peux-tu m'expliquer le moment de la méditation? Quand je ferme mes yeux, j'ai des bâillements qui arrivent, c'est très profond. Ce n'est pas un bâillement d'endormissement. C'est très profond, je me sens bien, mais je ne comprends pas cela. J'ai une chaleur au niveau du chakra de la gorge, mais je trouve cela merveilleux. L'œil gauche devient mouillé, parfois une larme coule, j'aimerais comprendre, il n'y a rien de désagréable. On dirait un mouvement involontaire. Et oui, alors vous décrivez très bien ce que favorise l'élévation de rythme vibratoire. Dès que ça commence à s'élever, un rythme vibratoire, pas le rythme vibratoire, c'est pas tout à coup comme si on sautait une marche ou on s'élevait de 2 mètres tout d'un coup. On monte des niveaux, on monte un escalier. Déjà, fermer les yeux, respirer, se mettre en disposition de méditation, alors que vous le faites régulièrement, ça favorise déjà une élévation de rythme vibratoire. Est-ce que vous amène à la fréquence la plus élevée? Non, mais ça commence. Et le bâillement, c'est un signe d'élévation de rythme vibratoire. C'est un signe d'expansion, si vous voulez. Alors, je vis la même chose et plusieurs personnes vivent la même chose. Certains vont le vivre euh, au début, c'est-à-dire quand il y a vraiment euh, un changement de fréquence. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Si, par exemple, dès que vous fermez les yeux et que vous vous asseyez pour méditer, si déjà il y a un gros changement d'état, de sensation par rapport à votre vie quand vous ne méditez pas, le bâillement peut se faire très rapidement. Pour certaines personnes, le bâillement peut arriver beaucoup plus tard, c'est-à-dire que euh, si, d'après vos occupations, vous êtes souvent dans une forme de calme, même dans l'action. Euh, Tout de suite, en fermant vos yeux, l'écart n'est pas si grand. Ça ne veut pas dire que vous vous élevez pas. Ça veut dire que peut-être que l'écart n'est pas si grand avec l'état dans lequel vous êtes et c'est beaucoup plus tard dans la méditation que le bâillement se fait. Mais un bâillement, comme ça, qui n'est pas parce que vous vous endormez, est vraiment un signal que le rythme vibratoire s'élève. Les larmes, comme ça, qui ne sont pas des larmes de tristesse, évidemment, sont des larmes du cœur, parce que ce sont des signaux qui, comme quoi le cœur vibre, le cœur amoureux, je ne parle pas le cœur physique, le cœur énergétique vibre, et il y a vraiment toute une dimension d'amour qui se manifeste là. Alors, vous savez, les pleurs de joie amoureuse, je pense que tout le monde connaît ça. Eh bien, dans la méditation, c'est pas tout le monde qui connaît ça dans la méditation, mais quand dans l'espace méditatif, vous entrez dans des états, comme vous dites, des états de bien-être, il y a une joie amoureuse qui se manifeste par une larme d'un œil ou des 2 yeux, ça dépend des personnes. Voilà. Donc, c'est très bon, c'est très sain, et c'est ça qui se passe.
Merci de le transmettre comme ça. Vous pouvez vraiment vous rendre compte, même dans la vie quotidienne, je sais pas, vous allez dans un hôpital et vous voyez tous les enfants nouveau-nés, il se peut que vous deveniez les yeux, pleins d'eau, hein. Vous écoutez, je sais pas, vous écoutez tout à coup une chanson qui met en lumière la beauté de la vie, vous pouvez devenir les yeux pleins d'eau. Alors c'est de la joie amoureuse qui se manifeste et ça apporte ces larmes-là, c'est la tendresse, je pense que vous connaissez bien. Eh bien, dans la méditation, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Et c'est magnifique parce que c'est pas associé à un élément extérieur, mais c'est associé à une sensation qui est une sensation d'ouverture au réel ou au divin. Sabine nous dit: «Je fais le processus d'équilibre énergétique tous les matins. Pourrais-je le remplacer par la guidance qui se fait pendant Unis pour l'humanité?» Oui, en fait, vous pouvez faire ça, bien sûr. Ce que j'explique souvent, c'est que le processus, d'équilibre énergétique que je propose tous les matins et pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, vous allez le retrouver sur, symphonie.live. C'est une vidéo. Je suis d'ailleurs en train de refaire cette vidéo. Je pense que d'ici 2 semaines, je vous communiquerai la nouvelle vidéo là et c'est un processus que je suggère tous les matins. Maintenant, je ne suis pas quelqu'un qui, malgré la discipline, est de l'ordre de vraiment de la rigidité. Ce qui est important, c'est que vous ayez envie de le faire. Je vous explique le pourquoi généralement c'est important de faire ça, quels sont les effets positifs de faire ça, qu'est-ce que ça favorise dans votre vie. Je dis souvent, faites-le 14 jours en ligne et la 15e journée, ne le faites pas. Et vous allez voir la différence quand vous ne le faites pas. Et donc, tout ça, c'est pour que vous ressentiez qu'est-ce que ça vous apporte d'équilibrer, harmoniser votre énergie, élever votre fréquence. Et donc, c'est pas parce qu'un matin vous le faites pas que vous avez à vous culpabiliser. De même, si vous avez envie de faire plutôt la guidance de Unis pour l'humanité, vous savez qu'il y a des éléments qui, qui sont les mêmes que dans le processus d'équilibre énergétique. Par exemple, ce matin, je fais les ancrages, je fais la centration, je fais l'ouverture du cœur. Maintenant, la fusion des 3 corps, je l'ai guidé aussi, le triangle de force, je l'ai guidé. Tout cela, ça fait partie du processus d'équilibre énergétique et je les ai présentés un peu différemment pour favoriser vraiment notre parcours de ce matin. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire comme ça, c'est sûr, et vous pouvez alterner. Ce qui est important, c'est que vous vous sentiez bien, que ça soit votre choix et qu'il n'y ait aucune culpabilité de le faire l'un ou faire l'autre. Ça vous va? Merci de la question. Maria me dit: «Si j'ai bien compris, quand depuis 2 ans, une inspiration me dit que j'envoie de l'amour inconditionnel, sans attente à une personne qui vit des moments difficiles avec son épouse, qui vit des démons.» Attendez là. Si j'ai bien compris, quand depuis 2 ans, une inspiration me dit que j'envoie de l'amour inconditionnel sans attente à une personne qui vit des moments difficiles avec son épouse qui vit des démences. Je pense qu'il manque une phrase avec à votre propos. Et là, c'est pas. L'inspiration ne vous dit pas que vous envoyez de l'amour. Vous pouvez avoir une inspiration que c'est beau, que c'est grand, que c'est bien reçu, même si vous n'avez pas de feedback. Si vous émanez de l'amour inconditionnel, sans attente à ces gens, c'est magnifique. C'est pas de l'inspiration. Vous pouvez avoir une inspiration qui vous transmet que c'est magnifique. Alors, oui, ça peut être ça. C'est de l'ordre de mes voix intérieures. En fait, Maria, je m'excuse, là, vos phrases, j'essaie de vous saisir. Si vous ouvrez votre cœur, vous vibrez d'amour et vous choisissez vraiment que l'amour qui émane de vous puisse s'offrir, une véritable offrande à ces personnes,
sans que vous ayez aucune attente de résultat, aucune attente de feedback, aucune attente. C'est gratuit, c'est que de l'amour. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Ce n'est pas une inspiration, c'est ce que vous faites. Vous pouvez recevoir une inspiration que c'est merveilleux, que vous pouvez recevoir une inspiration que les vibrations d'amour se rendent aux autres. Vous pouvez recevoir une inspiration que ça les aide. Donc ça, c'est des voix intérieures qui peuvent aussi vous donner un feedback. Ne les attendez pas, mais si ce feedback vous arrive par des voix intérieures, ouais, c'est votre esprit. Voilà. Françoise nous dit, peux-tu m'éclairer dans ma vie? Les relations sont compliquées. Je m'exprime avec mon je et la personne réagit avec son ego et choisit de ne plus me voir. Je ne me sens pas importante. Alors Françoise, oui, vous donnez des choses très précises. Maintenant, quand vous vous exprimez avec votre je, la personne réagit. Alors, probablement que vous ne dites pas je vous aime tel que vous êtes là. Si vous dites je, qu'est-ce que vous exprimez avec le je qui puisse, d'après vous, faire réagir son ego? Ce qui est important, il y a le je, il y a aussi la tonalité, il y a aussi le regard, il y a aussi votre état, votre attitude. L'amour, c'est, quand je l'expliquais ce matin, je disais, il y a vraiment toute cette sensation d'accueil de l'autre dans sa beauté originelle, c'est-à-dire accueillir l'autre à la fois dans ce qu'il est, sa beauté, et à la fois dans le fait que sa beauté n'est pas toujours manifestée telle qu'elle est. Hein? C'est comme si je vous disais, quand vous voyez un être, vous l'accueillez comme un être divin, et vous accueillez même la partie personnage qui quelquefois est plus rude ou quelquefois plus dans son ego. Vous accueillez les deux. Vous êtes reconnaissante, c'est-à-dire que dans tout votre être, il y a vraiment une ouverture à capter la beauté essentielle, quelles sont les qualités de cette personne. Il y a de la compassion, c'est-à-dire il y a une sensation, une compréhension que malgré les difficultés de cet être, il y a vraiment une disposition profonde, naturelle à se déployer dans ce monde vers l'unité. Il y a de la délicatesse, de la bienveillance, de la tendresse. Alors, tout cela fait partie du jeu. Si je dis, par exemple, comme je le proposais à cette dame qui était grand-maman, qui avait à parler à sa petite fille tout à l'heure, il y a quelques questions passées, je disais, par exemple, quand vous dites à la petite fille, tiens, est-ce que tu peux, dis-moi ce que tu aimes de vivre avec moi. Puis par la suite, est-ce qu'il y a des choses difficiles? Et là, je lui disais, maintenant, vous, comme grand-maman, vous pouvez faire la même chose. Moi, j'aime ta présence, j'aime ton rire, ça me fait du bien, j'aime ton effervescence. Et là, aussi, ce qu'elle n'aime pas, elle pourrait dire, moi, je trouve ça un peu difficile lorsque telle chose ne se fait pas. Mais il y a un ton, il y a une façon de dire les choses. Alors là, on n'a pas beaucoup de détails, Françoise. Et si la personne réagit avec son ego et que vous vous êtes exprimé au jeu, par exemple, je me sens mal quand je sais pas, la grand-maman, par exemple, avec sa petite fille, je me sens un petit peu mal quand toute ta vaisselle est restée là, n'est pas ramassée. Ça me donne du travail, tu sais. Et je me sens pas tout à fait comme chez moi et tout ça. Donc, il y a une façon de le dire. Mais si ça c'est dit et que l'autre se fâche, eh bien, ça lui appartient aussi à un moment donné. C'est-à-dire que il ne s'agit pas toujours de mettre des gants blancs là jusqu'aux épaules. Vous savez, moi, je suis tenant de dire les choses, donc de dire les choses clairement, parce que quand on essaie de dire les choses pour ne pas faire de peine, je l'ai expliqué tout à l'heure, quelquefois on est plus malhabile et on ne dit pas vraiment les choses. On dit les choses clairement, mais avec de la reconnaissance, de la compassion, de la délicatesse, de la bienveillance, de la tendresse, c'est-à-dire d'une façon qui est humaine, amoureuse, et de dire les choses. Si vous avez à dire quelque chose, c'est pas votre ennemi, cette personne probablement. C'est maintenant, si la personne réagit avec son ego,
À un certain moment, ça lui appartient aussi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable de tout, hein. C'est-à-dire que quelquefois, vous avez pu mettre au jeu, puis vous vous rendez compte que ça a été un peu rude et après, bon, on peut dire: «Ah, j'ai été un peu rude». Mais une fois que vous avez choisi de dire les choses, tout en restant vous-même et en respectant l'autre, en étant dans la bienveillance, et si l'autre réagit pareil, ben, ça lui appartient. Alors, et si elle choisit de plus vous voir, alors qu'est-ce qui existait entre vous là? Quand quand entre amis, par exemple, on se dit des choses, ça f on est des miroirs l'un pour l'autre. Alors, quand tout à coup, il y a la personne ne veut plus vous voir parce que vous exprimez, qu'est-ce qu'il y avait avant là? C'était quoi la profondeur de la chose? Maintenant, est-ce que c'est une amie ou une camarade? Moi, je fais une grande différence entre ça. Une camarade, c'est quelqu'un avec qui vous partagez, heu, des moments par rapport à une thématique. Par exemple, une camarade de culturel. Vous allez voir des pièces de théâtre ensemble, au cinéma, je sais pas, et donc vous partagez là-dessus. Maintenant, il peut y avoir une camarade culturelle qui devient une amie et là, on partage des choses plus profondes et on se dit les vraies choses. La camarade, on peut lui dire: «Tiens, j'aime pas quand tu fais du bruit durant la pièce de théâtre», mais après, si ça dépasse le cadre de votre camaraderie, peut-être que l'autre n'a pas envie de ça non plus. Alors, vous savez, j'ai pas beaucoup d'éléments pour vous répondre ici, François, mais il s'agit de voir aussi que vous n'êtes pas responsable tout le temps d'essayer d'endormir l'ego de l'autre. Chacun a aussi son parcours à faire. Vous choisissez ce qui vous apparaît juste, qui vous apparaît amoureux, lumineux, et après, c'est aussi à l'autre d'accueillir ce que vous lui transmettez. Mmh. On n'est pas, vous ne pouvez pas être la sauveuse, pardonnez cette expression, sauveuse, le sauveur de toutes les personnes qui sont prisonnières de leur ego. Sabine, j'ai du mal à m'informer dans les médias parallèles, même si elles sont assez optimistes, sans que cela m'affecte, me baisse les vibrations et me met de mauvaise humeur. Comment pourrais-je me protéger? Alors, j'essaie de bien saisir ce que vous voulez nous transmettre. Heu, Quand vous vous informez dans les médias parallèles, donc les médias parallèles, c'est les médias qui ne sont pas officiels? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux, par exemple? Même quand c'est optimiste, ça vous affecte. Alors, donc vous allez chercher de l'information dans les réseaux parallèles, peut-être pour, heu, pour avoir de l'information plus claire, plus précise, plus vraie, et après ça vous met de mauvaise humeur. Ben, d'abord distinguer pourquoi vous voulez chercher de l'information. Les réseaux parallèles, dont vous parlez, je ne les connais pas dans le sens, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais il est vrai que si vous parlez des réseaux sociaux, ben, dans les réseaux sociaux, il y a de l'information et il y a de la désinformation aussi. Il y a de tout, c'est-à-dire que euh, tous peuvent s'exprimer, tous peuvent relater des informations. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont pas vraies, il y a des choses qui sont dites d'une façon choquante, il y a des choses vraies qui sont mal exprimées. Donc, évidemment, si vous ne voulez pas entrer de mauvaise humeur, eh bien, vous n'allez pas le chercher tout simplement. Je prends par exemple ce qu'on a vécu durant les dernières années. Alors, il y a des gens qui allaient chercher de l'information sur les réseaux sociaux et la façon dont c'était exprimé les touchait, les bouleversait même. Allez pas la chercher là. Peut-être vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui va vous transmettre, qui va faire comment je peux dire, le discernement pour vous. Si vous réagissez maintenant, essayez de voir aussi qu'est-ce qui vous met de mauvaise humeur. Est-ce que c'est la nouvelle? Est-ce que c'est la façon dont elle est dite?
Est-ce que c'est parce que vous y croyez pas? Ou essayez d'identifier, parce que ça, c'est ça qui m'intéresse plus, parce que vous protégez vous protégez, vous n'allez pas à une source, par exemple, s'il y a un journal parallèle qui vous met toujours de bonne humeur, ben, allez pas le lire. C'est comme si un journaliste, sa façon de parler, on en a que c'est pas votre style. Il y a des journalistes que leur façon de faire, vous l'appréciez pas et ça vous fait réagir, ben, vous allez pas le lire. Mais d'un autre côté, vous pourriez voir qu'est-ce qui vous fait réagir? Est-ce que c'est une façon de parler? Est-ce que c'est le doute sur ce qui est transmis? Alors, si c'est quelque chose sur le doute du fond de la nouvelle, ben, vous allez la chercher ailleurs. C'est la façon qui est transmise. Comment vous vous sentez si ça vous met de mauvaise humeur? Vous sentez que c'est trop brut? Vous sentez qu'il y a de l'ego dans ça? Essayez de nommer les choses plus profondément, de telle sorte que vous puissiez mieux aussi choisir ce que vous allez chercher comme nouvelles. Est-ce que ces nouvelles-là sont importantes pour vous? Je ne vais pas vous dire qu'on n'a pas à chercher de nouvelles, c'est pas ça que je dis. Mais allez voir le type de nouvelles que vous recherchez et qu'est-ce que vous voulez avoir. Alors, votre question est large et j'essaie de vous répondre. En même temps, ça nous prend un petit peu plus de détails là-dessus, d'exemples. Alors, je continue à chercher les questions. François, je me suis exprimé avec sincérité. J'ai exprimé ce que j'avais ressenti. Mais bon, c'est ainsi. Je veux pas me prendre ma rate au court bouillon et continuer à pleurer. Mais non, bien sûr, vous exprimez avec sincérité, c'est correct. J'ai exprimé ce que j'ai ressenti. Ça va, François, c'est ce que je propose d'ailleurs. Être vrai, c'est ça. Être vrai, c'est-à-dire que ce soit un ami ou une camarade, si vous ne dites pas ce que vous ressentez, il y a quelque chose de faux s'il y a trop de faux, de non-dits, ou bien ça va s'accumuler en vous, puis vous n'aurez plus envie d'être dans cette relation. Alors, c'est important de s'exprimer. C'est important pour vous être en équilibre, pour être en harmonie, c'est important de s'exprimer. Alors, si l'autre ne l'accueille pas, comme je l'ai dit, il y a une façon de le faire. Il faut ne pas toujours bousculer les gens, si ça se produit tout le temps. Mais c'est pas à vous non plus de d'essayer de soigner toutes les personnes qui sont aux prises avec leur ego. Voilà. Catherine nous dit: j'ai perdu ma sœur jumelle en octobre dernier. Je suis arrêtée depuis 4 mois suite à une fracture du poignet. Je ne me sens pas inspirée par ma nouvelle vie. Qui peut m'aider? Eh bien, dans ce que vous me dites, qui peut vous aider, c'est une personne qui fait de l'accompagnement psychospirituel. Alors, c'est-à-dire, il y a des thérapeutes qui sont dans une pratique très psychologique, mais qui n'a pas d'ouverture sur le spirituel. Il y a des personnes qui sont dans une approche spirituelle qui n'ont pas nécessairement cette compréhension de l'équilibre, de l'harmonie au niveau psychologique. Donc, c'est pour ça que je dis souvent psycho-spirituel. Spirituel, ce n'est pas religieux. Hein. Vous savez, je parle d'être en contact avec l'amour, être conscient. Pour moi, être amoureux ou vouloir être dans une perspective amoureuse et consciente, c'est ce que je veux dire par spirituel, c'est-à-dire être dans une voie évolutive. Non pas juste simplement dire, tiens, je vais faire des compromis pour être bien aujourd'hui dans ma vie, mais être dans un processus d'ouverture. Par exemple, regarder les signaux que un incident, par exemple, qu'est-ce que votre corps veut vous dire par cette blessure? Qu'est-ce que votre corps vous propose de transformer par rapport à ça? Les événements qui vous arrivent dans votre vie, qu'est-ce qu'ils veulent transformer ou propulser à l'intérieur de vous? C'est ce que j'appelle être dans une ouverture d'amour et de conscience de soi et de la vie. Alors, il y a une personne que je recommande qui est en ligne généralement avec nous, là, qui vient de quitter, là, mais c'est Christine Falaise qui
suis les enseignements qui m'assistent aussi dans des enseignements depuis 30 ans, alors qui peut vous accompagner de façon virtuelle ou en cabinet comme vous voulez. Il y en a d'autres, je ne sais pas Claire si vous êtes en Europe, mais bon, Christine peut vous accompagner. Il n'y a pas que cette personne, je ne vais pas favoriser une seule personne, mais je peux vous dire que Christine Falaise qui m'accompagne peut vous accompagner maintenant. Il y a des gens, je ne sais pas où vous êtes, je pense à Julie qui est en Auvergne, par exemple, qui peut, Julie Rollin, qui peut vous accompagner aussi. Il y a vraiment beaucoup de gens qui peuvent vous accompagner dans ça. Et ce sont des gens qui ont une vision globale de l'être. Il ne faut pas que vous aider à soigner votre poignet ou réparer une chose, mais qui vont avoir une vision globale, qui vont avec vous aider vraiment à donner un sens aux différents événements et à l'ensemble de ceux-ci pour faire en sorte que tout ce que vous vivez qui est dur devienne comme un tremplin pour entrer dans votre vie plutôt qu'une lourdeur qui pèse sur vous. Alors, voilà, ça vous va. Florence nous dit comment se libérer des agacements liés aux choses administratives. Ah oui, oui, je vous comprends très bien, Florence. J'ai une formation de gestionnaire et d'administrateur, mais ça fait très longtemps que c'est derrière moi. Et à peu près dans tous les aspects, on a ces petites choses administratives à faire, ne serait-ce que les impôts, les comptes à payer. Et bon, voilà, et si vous êtes travailleur autonome, vous avez aussi d'autres éléments administratifs. Alors, d'abord, c'est de voir qu'est-ce qui vous agace. Parce qu'on peut se libérer, on engage quelqu'un, et voilà, qui vont les faire. Il reste qu'il y a toujours un minimum qu'on finit par avoir à faire, parce que la personne que vous engagez va vous poser mille et une questions, et quelquefois, vous allez vous dire, tiens, ça m'aurait pris moins de temps de faire moi-même. C'est de voir qu'est-ce qui vous agace pour justement transformer cela. On est dans un monde où il y a plusieurs éléments administratifs, et si vous essayez de voir à quoi cela collabore, vous n'avez pas envie de faire ça, vous faites d'autres choses. Si vous êtes une artiste, vous avez envie de faire votre art. Vous êtes une soignante, vous avez envie de faire des soins. Si vous êtes une enseignante, vous avez envie d'enseigner. Vous n'avez pas envie de faire ces trucs-là. Et dans ce que vous aimez vraiment, dans ce que vous êtes, si vous êtes une artiste, si vous êtes une soignante, si vous êtes une enseignante ou autre chose, il y a des aspects qui sont moins stimulants. Par exemple, si vous êtes une enseignante, il y a peut-être des examens à préparer, il y a peut-être des examens à corriger, il y a peut-être qui sont plus agaçants. Il y a aussi des petites choses administratives, mais vous aimez l'enseignement. Et la même chose, si vous faites des soins, il y a peut-être des petites fiches que vous remplissez pour des petites notes que vous prenez sur les artistes. Il y a peut-être aussi des couleurs à aller acheter tout à coup. Il y a des éléments dans tout ce qu'on fait et qu'on aime le plus, il y a des éléments qu'on aime un peu moins et qui viennent avec. Sauf que qui viennent avec, mais généralement, si on aime vraiment beaucoup, et on les accueille, on les accepte. Alors là, ces choses administratives font partie de votre vie. Alors, s'ils vous agacent, essayez de voir à quoi ils collaborent dans votre vie. Si vraiment, prenez le temps, n'allez pas trop vite pour dire finalement, ça me fait juste perdre du temps. À quoi ils collaborent? Et puis, pour tout à coup, sans que vous disiez, bon, ben, je les adore, mais que, tiens, ils collaborent à telle chose, telle chose. Je vais extrapoler un peu la question en disant, par exemple, qu'il y a des gens qui ont un travail qui est alimentaire. Excusez-moi, je vais boire de l'eau un peu. Je connais des gens qui ont un travail alimentaire. Ce travail alimentaire, ce n'est pas associé à leur grande qualité et à leur essence et à ce qu'ils veulent faire dans la vie. Alors, j'imagine que, par exemple, quelqu'un ce qu'il aime, c'est faire de la musique. Mais bon, dans sa vie, il gagne sa vie, comme souvent on le transmet, il gagne sa vie en étant comptable.
et ce qu'il aime, ce qu'il fait vibrer, ce qu'il fait vivre, c'est le cœur de sa vie, c'est la musique. Alors, tout son travail alimentaire pourrait être un agacement. Ce que j'ai à lui dire, c'est ce travail alimentaire peut l'aimer dans le sens qu'il te permet de t'offrir des ordinateurs, t'offrir la musique. Il te permet, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, d'établir une certaine base. Oui, peut-être qu'éventuellement, tu pourras obtenir toute cette base de ta musique. Tu pourras faire de la musique, mais pour l'instant, eh bien, il te permet d'acheter tes instruments, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour un plus jeune, eh bien, il se peut que son travail, qu'il trouve fastidieux, lui permet de payer sa formation à l'université. Et un jour, il sera plus dans son orientation. Alors, souvent, je vais inviter les personnes à apprécier chaque aspect. Ça ne veut pas dire que vous allez les aimer à la folie là, pour dire j'en veux plus, mais apprécier ce à quoi ils collaborent. Et si ça collabore à rien, vraiment, eh bien, on peut voir comment on peut aussi déléguer. Alors, si par exemple quelqu'un peut les faire pour vous, peut-être qu'il y aura un échange de services. Alors, moi, par exemple, je vais le faire, je vais avoir un échange de services. Cet échange, des fois, je vais rémunérer quelqu'un, ou bien quelqu'un, on va faire un échange ensemble. Alors, voilà, ou il y a quelqu'un qui, plutôt qu'être un agacement, ça aime vraiment beaucoup faire ça. Ou bien il y a une personne qui aime pas nécessairement faire ça, mais que ça lui permet un revenu supplémentaire pour faire ce qu'il aime et qui va le faire avec plus de joie. Ce qui est très important, c'est que euh, vous essayez de faire en sorte que vous transformiez l'agacement d'une façon ou d'une autre. Parce que cet agacement, à l'intérieur de vous, il ne va pas évoluer bien si vous ne lui donnez pas une autre direction. Il peut devenir une forme de frustration qui agit sur vous, qui agit sur votre attitude, sur vos états, sur votre humeur, sur vos pensées, sur vos relations avec votre travail, avec votre vie. Donc, c'est comme c'est comme c'est comme un virus qui tranquillement peut vraiment changer votre vie. Donc, c'est important de le transformer. Alors, voilà ce que je peux vous en transmettre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai plus de questions. Il est, quelle heure est-il? 13h40, j'ai encore quelques minutes. Si quelqu'un a d'autres questions, c'est le bon moment. Sinon, on va se quitter. Je vois qu'il y a peut-être des questions dans questions et réponses. Non, tout est là. Alors, c'est vrai qu'on est en plein cœur du mois de juillet. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances. Et je suis là, même s'il y a des moments de vacances, je suis là. Moi, je suis en pleine période où je vais filmer des ateliers. Je suis en train de filmer une formation qui s'appelle projection vibratoire. Donc, l'utilisation, l'éveil et l'utilisation de nos capacités à se projeter vibratoirement. Donc, à se projeter ailleurs, dans un autre environnement, soit subtil ou concret. Alors, chaque être humain a ces capacités-là. Donc, je suis en train de filmer ça, je mets ça en vidéo, en multiples vidéos avec des guidances pour vous le proposer. Et à travers ça, je filme à nouveau dans un contexte plus naturel à l'extérieur le processus d'équilibre énergétique tel que je vous le propose. Alors, Florence nous dit, oui, la question à quoi il collabore. Oui, mais ça, on peut même l'extrapoler dans tous les aspects de notre vie. Quand il y a des choses que l'on fait dans notre vie, à quoi ça collabore? Qu'est-ce que cela sert dans ma vie? Est-ce que cela sert le déploiement de mon être? Est-ce que ça sert mon processus créateur? Est-ce que ça sert mon alignement vers mes buts? Est-ce que ça sert mon équilibre? Est-ce que cela sert le fait que je n'ai plus de préoccupations à un niveau ou à un autre, par exemple? Je parle des choses administratives. Voilà. Alors, il n'y a plus de questions. On va s'arrêter maintenant. Il est 13h45 au Québec et 19h45 en Europe. C'est l'heure maintenant du dîner. Alors, on ne se laisse pas, mais on quitte
la vidéo, on reste unis. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est une demande qui vient d'émerger. Ma demande était trop difficile à expliquer sur le chat, Pierre, mais merci quand même pour ton aide précieuse. C'est gentil, Françoise. Et ben, n'hésitez pas, vous pouvez prendre le temps d'y mettre des mots, Françoise. Je vais essayer de vous aider, bien sûr. Alors, Anne dit, pour la formation de juillet remise, est-ce que vous avez une nouvelle date? Alors, la formation, à Québec, j'ai une date, c'est le 21 août pour l'atelier formation d'équilibre de vie. Bon, c'est une forme d'introduction, mais je vais essayer d'amener des éléments pour faciliter l'équilibre de vie avec notre énergie qu'on va intensifier. Donc, à Québec, c'est le 21 août et je vous donne une date. D'ici lundi prochain, je vous donne une date. Elle sera manifestée dans un courrier, elle sera manifestée sur le site de symphonie.live. Puis, si vous êtes là lundi prochain, redemandez-le-moi pour que j'y pense et je vais vous donner une date pour cela. Ce que je veux faire aussi cet automne, je veux vraiment mettre en place là, pour une formation, c'est un séminaire qui va être en 2 parties. D'abord, une semaine complète que je souhaite faire en présentiel, en résidentiel, même une semaine complète, qui est dédiée à retrouver vraiment comment mettre en place ma vie, c'est-à-dire ma destinée, mon essence, mon mandat, mon œuvre de vie, en termes précis, dans quoi je me dirige maintenant dans ma vie, sans que ce soit un choix extérieur comme j'ai déjà fait, mais comment j'aligne et j'organise ma vie. Donc, je vais faire vraiment un accompagnement de fond. On ne sera pas 200 dans le groupe, là, parce que je vais être en contact avec chaque personne. On va faire ça une semaine en présentiel et on va se retrouver à peu près 3 ou 4 mois après pour faire un week-end. Pour vraiment, ce que je veux, c'est vraiment aider les gens qui seront présents à pouvoir en arriver à une sensation claire, une vision claire de ce qu'ils vont mettre en place dans leur vie, quelle est l'orientation, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie, autrement dit. Alors ça, c'est vraiment important. Il y a tellement de gens qui me parlent de ça. Depuis 40 ans, je destine ma vie à expliquer ça. Et là, je veux vraiment accompagner des gens là-dessus. Et ça va être en place déjà pour septembre, octobre. Il y aura un séminaire. Je pense que ce que je vais pouvoir faire, c'est au moins 1 ou 2 fois cette rencontre-là cet automne ici. Il va y avoir une semaine certainement ou 2 en Europe et une semaine ou 2 au Québec aussi pour cela. Issa nous dit, j'aimerais créer un lieu en Belgique pour les énergies de Saint-Germain. Alors, Issa, je suis actuellement à voir créer un lieu de vie avec tout mon enseignement et qui est inspiré par les maîtres aussi, un en Europe et un au Québec. Donc, si vous voulez m'écrire à info@symphonie.life avec votre orientation, et je pourrais vous répondre aussi. Donc, écrivez-moi avec toutes vos coordonnées et on pourra suivre ce processus si ça vous va bien. Alors, l'adresse info@symphonie.live. Alors, merci tout le monde. Bonne semaine de juillet et une semaine de chaleur et des feux horribles en Europe. C'est incroyable, un peu partout, il y a des feux. L'Espagne est en feu totalement. Il y a plusieurs feux aussi en Italie. Il y a des feux en France. Il y a aussi des feux au Canada. Alors, c'est une période extrêmement chaude, extrêmement sèche. On commence à se rendre compte que l'élévation de la température, même d'1 ou 2 degrés, ça a ses effets. Espérons qu'il n'y aura pas non plus de sécheresse qui affecte les réserves d'eau. C'est très important. Alors, la semaine prochaine, on va œuvrer pour ça, pour la Terre,
C'est notre rencontre à Unis pour l'humanité. Soyons unis pour l'équilibre de la Terre. Merci à tout le monde. Alors, à très bientôt. Je vous aime. Merci Joanne qui est là pour nous accompagner, faciliter le processus. Merci Christine qui est là aussi pour faciliter le processus. Isabelle qui a tout mis ça en place. Et à très bientôt tout le monde. Je vous remets la vidéo de Symphonie.